Qui ça on est capable de considérer là comme véritable enjeu qui gagne aujourd'hui dans la chute Bachar al-Assad là pour la région et pour le monde aujourd'hui? La question est claire, la réponse est tout autant claire. L'enjeu principal, il est à un double point de vue. Un double point de vue. Sur un plan, on a cette compétition régionale entre la Syrie, disons, en fait, pas la Syrie, entre l'Israël, l'Iran et les Occidentaux d'une certaine façon, donc qui essaient de redessiner la carte du Proche-Orient. La carte du Proche-Orient. Et le régime de Bachar al-Assad, justement, constituait une sorte de mouton noir dans la région, en ce sens que c'était le seul pays arabe en fait, à tenir pendant longtemps, pendant des décennies, des rapports privilégiés avec le régime des mollahs en Iran. Donc, ils veulent dans la foulée des accords d'Abraham de 2000, ces accords signés sous l'obédience des États-Unis avec Donald Trump à l'époque, entre, d'une part, les Émirats arabes unis, Israël, et ensuite entre le Maroc, le Soudan et l'Israël. Donc, ça veut dire que ce s'appelle les deux accords d'Abraham qui ont été signés en 2000 sous Donald Trump. Maintenant, et cette dynamique-là, même sous Biden, il voulait continuer, et bien avant les attentats du Hamas en Israël, on était sur le point de signer un accord tripartite, je dirais, où il y a d'un côté l'Israël, de l'autre côté l'Arabie Saoudite et de l'autre côté les États-Unis. Pourquoi tripartite? C'est parce que justement chacun avec des intérêts et différents. L'Israël voulait une normalisation de ses rapports avec le premier pays sunnite de tout du monde arabo-persique. Je veux parler de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui veut faire une transition de l'économie fossile parce que la majeure partie du budget de l'Arabie Saoudite dépend des énergies fossiles. Je veux parler des hydrocarbures. Donc maintenant, le monde est en transition et l'Arabie Saoudite, avec le prince héritier MBS, il veut sortir l'Arabie Saoudite justement du joug de cette économie qui est amarrée exclusivement à l'économie pétrolière. Donc l'Arabie Saoudite veut s'ouvrir au monde et l'un des partenaires avec lequel l'Arabie Saoudite voulait avoir des rapports normalisés, et c'était l'Israël. Donc ils étaient sur le point. Et l'Arabie Saoudite, en plus de cette dimension, il voulait aussi le nucléaire civil. Nous savons tous que l'Iran bénéficie du nucléaire civil grâce à l'appui technologique de la Russie. Et l'Arabie Saoudite veut ça aussi, veut faire partie de ce club de pays qui ne disposent pas d'armes nucléaires, mais aussi qui maîtrisent l'énergie civile. Mais qui dit maîtriser l'énergie civile, c'est un pas aussi vers l'énergie militaire et vers le nucléaire militaire. Parce que quand tu prends un pays comme la Corée du Sud, qui est un pays exclusivement qui fonctionne avec le nucléaire civil pour son électricité, justement, eh bien, la Corée du Sud peut, dans une semaine, et transformer ses capacités et technologiques en matière de nucléaire civil en nucléaire militaire. Donc, c'est pourquoi il faut qu'il y ait des garde-fous, des accords pour empêcher justement ce basculement du civil au militaire en matière nucléaire. Donc, l'Arabie Saoudite voulait ça. Et c'est ce que voulait empêcher et le Hamas et l'Iran, parce que l'Iran, l'année dernière, a signé un accord de normalisation sous le patronage de la Chine avec l'Arabie Saoudite. Nous savons que depuis l'année dernière, ça faisait 7 ans que l'Iran n'avait plus de relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite. Bon, ils sont les deux piliers de l'islam au niveau du monde, en fait, au Proche-Orient, dans le grand Proche-Orient, je veux dire. Et l'Iran, c'est pour le côté chiite, le versant chiite, et l'Arabie Saoudite, c'est pour le versant sunnite. Ce sont eux deux qui sont en compétition permanente pour s'imposer en matière d'hégémonie politique, voire religieuse dans la région. Donc,
l'accord était sur le point d'être signé entre les trois pays, entre l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis, mais l'accord, les attentats du 7 octobre 2023 ont fait tout échouer. Et au niveau de l'Iran aussi, ils ne voulaient pas de cette normalisation. D'autant que la cause palestinienne servait d'instrumentalisation idéologique pour les Iraniens. Parce que c'est en prenant fait et cause, et c'est parce que les Iraniens ne sont pas des Arabes, c'est parce qu'ils sont ce n'est pas qu'ils sont en amour avec les Palestiniens, non, c'est pas ça l'idée. C'était justement un outil qui leur permet d'avoir de l'influence sur la rue arabe. Quand je dis la rue arabe, c'est le peuple arabe qui est sympathique à la cause palestinienne, mais l'establishment politique et militaire, ils s'en foutent. Depuis les deux guerres, la guerre des 6 jours, la guerre de Yom Kippour avec Israël, maintenant la cause palestinienne, c'est pour eux quelque chose qui relève du passé. Bon, évidemment, ils ne peuvent pas du jour au lendemain dire que c'est fini, bon, ils abandonnent la cause palestinienne, mais quand même, c'était derrière leur tête, dans leur disposition géopolitique, voire géostratégique. L'Iran, justement, a comblé ce vide-là. Ils ont instrumentalisé le dossier palestinien, et c'est pourquoi ils ont constitué ce socle satellitaire de groupes militants au niveau du territoire palestinien. Je veux parler du Hamas, je veux parler du djihad islamique. Et au niveau du Liban, nous savons les rapports de l'Iran avec le Hezbollah remontent aux années 80, au début des années 80. C'est eux qui ont créé le Hezbollah des années 80. Donc, contrairement au Hamas, la Hamas est une création de l'Israël pour affaiblir l'OPL du défunt leader palestinien. Je veux parler de M. Yasser Arafat. Donc, c'était du cynisme palestinien. Et jusqu'à très récemment, les jours qui ont précédé les attentats, Israël était de connivence d'une certaine façon, en ce sens que il permettait au Qatar de financer le fonctionnement du gouvernement du Hamas au niveau de la bande de Gaza. Et Israël facilitait tout ça parce que cette scission au niveau des Palestiniens en Cisjordanie contrôlée par le Fatah de M. Mahmoud Abbas et au niveau de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, ça fait l'affaire des Palestiniens. C'est divisé pour régner. Donc, et maintenant, je veux dire que les enjeux sont énormes. Il y a aussi la Turquie qui ne veut pas que la Russie ait cette présence importante au niveau de la région, parce que n'oublie pas que la Russie et la Turquie, ce sont des adversaires géopolitiques historiques. Du XVIe siècle au XXe siècle, il y a eu près de 13 guerres entre la Russie et la Turquie. Donc, même si d'un point de vue de la réelle politique, ils ont développé une forme de collaboration et ils ferment les yeux sur un ensemble d'antécédents, ou du moins de précédents historiques, mais en même temps, ils savent qu'ils ne s'aiment pas. Et Erdogan n'aimait pas justement cette présence russe au niveau de la Syrie, tout près de leurs frontières. Moi, j'ai visité l'Istanbul et tout près de la Syrie, tout près et qui partage une frontière. Et l'Istanbul, c'est ce qu'on a dans l'histoire, nous-mêmes qui fait histoire ancienne. C'est lui-même qui est là, Constantinople là, dans l'histoire ancienne. Bon, maintenant, tu as la Turquie qui ne veut pas de la Russie dans la région. Tu as aussi les Occidentaux qui ne veulent pas de la Russie comme puissance au niveau de la Syrie parce qu'il y a des intérêts là-bas. Et puis tu as l'Israël qui veut que les Russes, la présence russe permet de consolider, de conforter les Iraniens dans leur appui au régime syrien de Bachar al-Assad, en fait du feu et régime Bachar al-Assad. Et n'oublie pas aussi, la Syrie constituait de pont pour l'Iran et le reste du monde arabe. Le Liban, les armements du Hezbollah transitaient par la Syrie venant
venant de l'Iran. Donc, c'est des enjeux internationaux importants. Je dis des enjeux locaux à dimension à la fois régionale, mais aussi à dimension globale. En ce sens que vous avez des intérêts qui s'entrechoquent, des intérêts régionaux qui s'entrechoquent avec des intérêts d'acteurs de puissance internationale. Vous avez des puissances internationales qui sont présentes sur la carte régionale, qui ont leurs propres intérêts. La Russie, tout ce que la Russie veut sauvegarder leurs deux bases en Méditerranée qui sont en Syrie. Leurs deux bases. C'est cette base qui leur permet d'avoir une projection en termes de puissance, mais c'est cette base aussi qui leur permet d'alimenter leurs troupes, leurs éléments qui sont éparpillés ici et là au niveau de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc les enjeux internationaux sont très importants, mon frère, et je pense avoir un peu explicité les choses.